Voilà, dans ma tête en tout cas. Dans ma tête, ça n'existait pas. Et c'est un peu plus tard qu'on a commencé à remarquer qu'il y avait franchement une volonté réelle de bourrer l'armée avec des cadres arabes. On a commencé à voir ça vers les années 83. Ça, c'était encore sous le régime de Haïdala. Ça. Mais le paroxysme sera atteint sous le régime du colonel Oultaya. Petit à petit, on a commencé à voir ces officiers-là qui étaient envoyés en formation en Libye ou dans les pays du Golfe et autres, revenir avec une nouvelle façon de penser. C'est comme ça qu'on verra l'armée mauritanienne être infiltrée petit à petit, par des officiers qui ont une idéologie basiste. Et cette idéologie, ces officiers-là commenceront réellement à noyauter l'armée. Et ceci entraînera une mise à l'écart progressive de la communauté militaire, en tout cas des négro-mauritaniennes. C'est comme ça, personnellement, que je me suis retrouvé dans des escadrons dits statiques. Cette affluence des officiers mours au sein de l'armée a commencé après le coup d'État de 78, pardon, de 78. Parce que, tout simplement, les gens ont compris qu'à travers l'armée, ils avaient un moyen facile d'accéder au pouvoir, ou en tout cas au commandement. Je suis en France depuis 18 ans bientôt et le mal du pays me ronge beaucoup. J'ai décidé en tout cas de repartir pour une occasion bien donnée. Il se trouve que depuis bientôt 1 an, il y a un projet qui existe. Projet d'aller se recueillir sur les tombes de mes collègues qui sont tombés sur le champ de la haine. Okay. Ma volonté est de m'y rendre, d'abord pour être en paix avec moi-même et ensuite pour revoir ces lieux-là, pour essayer de voir si je peux faire le deuil en tout cas de tout ce que j'ai vécu. Le 10 novembre 1990, vers 18h, ne voyant pas arriver mon chauffeur que j'avais envoyé à la région militaire, j'ai décidé de prendre un taxi pour rentrer chez moi. Parce que j'avais passé le week-end à La Guaira, donc je rentrais tranquillement chez moi. Dès qu'on est arrivé à la hauteur de la Tour Bleue, juste après la crête là-bas, après la descente, un véhicule militaire nous dépasse et nous demande de nous arrêter. À bord du véhicule, il y avait le capitaine, le Soued Ahmed. Il me demande de venir le voir. J'arrive, je le salue militairement, il me rend mon salut et il me demande d'embarquer avec lui parce que le colonel
Sidi Ahmed Bouyeli souhaitait me voir. Rien d'étonnant à cela, donc j'embarque. Quand on est arrivé à la base, on m'installe dans le mess des officiers, ce qui était aussi logique. J'avais tout, les soldats qui faisaient le thé, les soldats qui amenaient à manger, tout ça. Et au cours de la nuit, le lieutenant commandant d'escadron de la base vient me voir. C'était un ami, on jouait ensemble aux échecs, on jouait ensemble aux jeux de dames. On se connaissait très bien, on avait sympathisé, il y avait des liens qui nous unissaient, quoi. Et il me demande, lui il rentre dans la cellule accompagné de soldats, des soldats en armes. Ils viennent, les armes sont pointées sur moi. J'étais surpris. Il devait faire à peu près vers 23 heures ou quelque chose comme ça. J'étais un peu surpris. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je n'ai fait qu'exécuter les ordres. Je me suis dit, bon, il n'y a pas de souci. S'il a reçu des instructions, il les applique. Mais puisque je n'ai rien à me reprocher, il n'y a pas de raison que je refuse de me soumettre à ça. On me retire mon ceinturon, on me retire mes galons et mes chaussures. Là où ça a commencé à me perturber, c'est quand on me demande de mettre les mains derrière le dos et les soldats attachent les mains derrière le dos. Ensuite, on me passe un bandeau sur les yeux et amené dans une chambre. J'ai entendu une voix, celle du commandant de base, Dinal, qui aujourd'hui est colonel. On m'a arraché le bandeau et j'ai reconnu tout de suite 2 officiers qui travaillaient avec moi, enfin qui ont tous travaillé avec moi et qui ont tous été mes adjoints à un moment donné à la Guerra et qui d'ailleurs mangeaient chez moi. Moi, quand je les ai vus, je me suis dit, bon, enfin, j'étais content parce que je me suis dit, enfin, quelqu'un va m'expliquer, va me donner les raisons pourquoi je suis là. Mais le gars, au ton sec qu'il a utilisé, au regard qu'il m'a lancé, je me suis dit, mais il y a quelque chose, quoi. Franchement, je ne comprenais pas l'attitude. Il me dit, Rod. Rod, ça veut dire raconte. Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut que je raconte? Moi, je ne sais rien, je ne sais même pas pourquoi je suis là. À nouveau, j'ai été, comment dirais-je, ils m'ont d'abord étranglé, les 2. Ils ont pris un ceinturon qu'ils m'ont passé autour du cou, chacun tiré de son côté. Ils m'ont étranglé je ne sais pas combien de fois ce jour-là. Et quand ils ont terminé pour la 3e, 4e ou 5e fois, je ne sais pas combien de fois, il est sorti en disant aux soldats qui sont là de s'occuper de moi. J'ai été à nouveau retiré de mon poteau et encore mis à plat ventre. Les gens se sont mis encore à taper, à tabasser. Avec une rare violence. Toujours est-il que quand j'ai repris conscience, j'étais à nouveau attaché à mon poteau. Et on m'a mis dans un camion. On m'a littéralement jeté dans un camion. À ce moment-là, j'ai atterri sur d'autres personnes qui étaient dans le camion. Je ne voyais rien, mais je sentais qu'il y avait des corps déjà. On a embarqué d'autres personnes qui ont été jetées littéralement sur nous, quoi. Et puis, au bout d'un certain temps, le camion a démarré.
Je suis arrivé ici le 11 novembre 1990. Ensuite, viendra l'arrivée des marins. Pratiquement les 2/3 des marins qui ont été arrêtés ne survivront pas. Pratiquement. Et dans ce cadre, le lieutenant Andaïrou est amené dans notre cellule le 23 novembre au matin. Les pieds étaient entravés. Il est rentré, il nous a regardés. Il a dit bonjour et ils l'ont fait sortir. Daïrou, c'est mon cousin. Vers 17h, 18h, la porte s'ouvre à nouveau. Et dans l'encadrement, je vois le caporal étrangleur avec des bandeaux. On sait à partir du moment où on a vu les bandeaux, c'est qu'il y a de la torture. Parce qu'en général, pour torturer, ils cachent le visage de la victime. Comme ça, on ne sait pas qui a tapé ou qui n'a pas tapé. On nous amène derrière le grand hangar, on nous a alignés derrière des voitures. On a trouvé sur place un Daïrou qui était déjà là. Chacun d'entre nous a été attaché derrière un véhicule. À un moment donné, j'ai senti le véhicule démarrer. J'ai senti l'odeur de la fumée, le gasoil et tout ça, la brûlée. Je l'ai senti rentrer directement dans la gorge, quoi. Parce que le pot d'échappement n'était pas loin. Et le camion s'est déplacé. Au début, j'ai essayé de suivre la cadence, parce qu'en marchant en reculant, je me suis attaché derrière. Mais ça n'a pas tardé. D'abord, parce que tout simplement, je ne pouvais pas. Je n'ai pas tardé à me retrouver traîné par la voiture. Et de temps à autre, il y a un véhicule qui partait faire un tour avec son prisonnier et il revenait s'immobiliser. Toute la nuit, des soldats passeront pour nous insulter, torturer, en disant qu'il n'y aurait pas un seul noir qui resterait dans l'armée. On est resté là jusqu'au matin. Le matin, le soleil commence à pointer. On commence à distinguer, personnellement, je commence à distinguer un peu les ombres. Je regarde à ma gauche pour voir mes compagnons. Je vois que Sal Abdoulaye Moussa bougeait un peu. Je dis comment ça va. Il m'a regardé. Il a regardé dans ma direction. Il me dit oui, ça va. Et ensuite, j'ai regardé dans la direction de Daïrou. Daïrou ne bougeait pas. J'ai regardé avec insistance pour essayer de guetter au moins le mouvement de sa respiration. Je ne voyais rien du tout. Je me suis dit peut-être qu'il a pu dormir parce qu'il s'était agenouillé. Et en regardant avec plus d'insistance, j'ai vu que son genou droit ne touchait pas le sol. Je me suis dit, mais c'est pas possible, comment il a pu dormir sur un seul genou? Et j'ai vu que la tête pendait légèrement sur le côté et que la corde était là. La corde qu'il retenait par la poitrine est remontée, donc il a glissé et puis il s'est pendu sur la corde, quoi. Il y avait un véhicule qui était là. Ils l'ont tiré par les pieds, ils l'ont fait monter dessus. Ils l'ont amené quelque part, ici. Je ne connais plus tellement le paysage parce que tout a changé quelque part autour de la crête là-bas. Ils ont creusé un trou et ils l'ont mis là-dedans. Au moment où ils creusaient, Jemal Oulmoïlid était en discussion avec Salah Abdoulaye Moussa. Ils étaient en chaude discussion. Toujours est-il que la dernière parole qu'il a eu à prononcer, c'était de savoir pourquoi il était là. Pourquoi, qu'est-ce qu'il avait fait pour être là. Et il le disait avec beaucoup de virulence à l'égard de Jemal. Ce sont les dernières paroles